Bienvenue à cette principale édition de la soirée. Au sommaire de ce 20h, la campagne électorale, vous le savez, bat son plein. Parmi les outils du législateur, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Quelles sont ses prérogatives de décryptage dans ce journal? Ndiassane, la Sainte, prépare activement la célébration de la naissance du prophète. Demain, jour du Gamou, des milliers de fidèles convergeront vers la cité religieuse. Et puis 28e édition de la CAN, la finale, c'est ce dimanche à l'affiche Zambie-Côte d'Ivoire. Mais demain, samedi, c'est déjà la 3e place à Malabo qui se dispute. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette principale édition de la soirée. Au 6e jour de la campagne électorale, on s'intéresse ce soir à la Sénat. La Commission électorale nationale autonome, on le sait, a l'obligation de préserver l'intégrité du processus électoral. Mais quel est son rôle? Quelles sont ses attributions et où encore sa fonction? Élément de réponse avec Louise Bitza. L'institution comprend 12 membres nommés par décret. Ces derniers ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel d'accomplir leur mission avec impartialité. Dans leur appréciation, ils n'auront pour guide que la loi, la justice et l'équité. La Sénat, comme toute instance permanente, obéit à des règles. La Sénat, c'est une institution créée à la suite d'un consensus de la classe politique pour veiller à la bonne tenue des élections, en ce qu'elle s'assure que les élections se seront déroulées dans la transparence et la régularité. Pour assurer la bonne organisation du vote, les membres de la Sénat comptent s'adosser à la loi électorale. Nous sommes chargés du bon respect de la loi électorale. Ce sera donc sur la base du code électoral, aussi bien dans ses dispositions législatives que réglementaires, et bien entendu également sous le chapeau de la Constitution, que nous assumons cette mission de contrôle et de supervision des élections. La Sénat apporte des correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement des opérations électorales. Il va s'agir d'assurer la régularité, la sincérité et la transparence du scrutin. Elle garantit aux électeurs et candidats le libre exercice de leurs droits et devoirs. Cependant, il est nécessaire de se poser la question de savoir jusqu'où s'arrêtent les compétences de la Sénat. La loi prévoit que nous serons présents tout le long du processus électoral. C'est-à-dire depuis les inscriptions, que ce soit les inscriptions ordinaires que la révision exceptionnelle, jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. C'est-à-dire au niveau de la Commission nationale de recensement de la Cour d'appel qui statue sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle et de des élections législatives. Nous serons présents partout, dans les bureaux de vote, dans les commissions de révision, dans les commissions de distribution des cartes électorales. Les 12 membres de la Sénat ont été choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle et leur neutralité. Et puis on reste dans cette ambiance d'élection avec ce communiqué du ministère en charge des élections. Le directeur général des élections rappelle aux candidats à l'élection présidentielle que conformément à l'article L0138 ou LO138 du code électoral, qu'ils doivent désigner leurs représentants et son suppléant auprès de la Commission nationale de recensement des votes et de la Commission départementale de recensement des votes. En outre, ils doivent notifier au ministre chargé des élections, au président de la Commission nationale de recensement des votes et au président du Conseil constitutionnel les prénoms, noms, professions, dates et lieux de naissance de leurs représentants 15 jours avant le début du scrutin. Et cet autre communiqué, toujours du ministère chargé des élections, dans le cadre de l'élection présidentielle, le directeur général des élections rappelle que les militaires et paramilitaires votent les samedis 18 et dimanche 19 février 2012. Le vote a lieu dans les capitales départementales au niveau des lieux et bureaux de vote figurant sur leur carte d'électeur. Le ministère chargé des élections exhorte les militaires et les paramilitaires à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Et puis on poursuit ce journal. Le président de la République n'a jamais fait de pression sur les juges d'instruction dans le dossier des chantiers de Thiès. C'est la conviction du porte-parole du chef de l'État, Serine Bakendiaï. Il faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Mboup. Dans un contexte bien déterminé,
le président était chez le calife de Mam Ndjé. Et le porte-parole qui dit au président, et le grand problème, je l'ai dit tout là, c'est un Wolof. C'est un Wolof. Da ngay am sa njaboot dundal leen yar leen ba ñu màgg ñu naan la takkal ma béjjën ba nga takkal leen ko yow la ñuy këmm. C'est comme ça que le porte-parole du Khalife a parlé. Et en disant au président, il parlait de Seck et de Abdou Fall, en lui disant mais da ngay jëlale di jéggale tey fàtte. Exactement comme ça que les choses sont passées. Et le président a expliqué et en disant que bi ñu koy topp haute cour de justice la waroon dem sax parce que foo ko xam ngeen ña fa nekk ay député ñoo fa nekk. Man maa dem ba ci biir ce qui n'a pas été expliqué, ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant faisant le distinguo entre le parquet et le juge d'instruction, parce que tout simplement le président parlait à un chef religieux, peut-être c'est même pas utile de lui, le parquet et ceci, le juge d'instruction il fait ça et ça, il lui a dit mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au parquet. Ça ne peut en aucun cas s'adresser au juge d'instruction. Le président n'a aucun moyen alors de demander au juge d'instruction de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est l'État qui avait déposé une plainte, c'est le parti qui représente la société, et le président, par le biais du ministère de la Justice, a demandé au parquet d'arrêter ses poursuites. C'est tout. Et de se conformer au non-lieu qui a été rendu par la commission d'enquête. C'est tout. Mais comme j'ai dit encore une fois, quand tu parles dans une langue, traduis dans une autre, et dans un contexte bien déterminé, bon, s'il y a des gens qui peut-être sont intéressés par autre chose, pour en profiter, vous avez en train de dire c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave dans ça? Rien du tout. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Mais nous avons estimé quand même que quand des bruits comme ça courent dans un pays, notre responsabilité, c'est d'expliquer de manière très claire ce qui s'est passé et également de montrer aux uns et aux autres qu'il n'y a pas eu d'accointance entre l'exécutif et la justice dans cette affaire très précise. Céline Bakanga est porte-parole du président de la République. Et puis on parle à présent au TIC. La douane sénégalaise a désormais une plateforme de services aux standards internationaux avec le lancement du système intégré de dédouanement, ou plutôt GAINDE, sigle de gestion automatisée des informations douanières et des échanges. Initié en 1990, le système répond aux nouvelles exigences d'organisation et d'exécution du service. Philomène Constance Diagne nous en parle. C'est un exercice pour ces étudiants forestiers qui sont venus de l'école de formation de Djibélor en Casamance pour participer aux travaux d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Des opérations nécessaires dans le cadre d'une gestion durable de la ressource. Ici, on a éclairci. Premier objectif, pour augmenter la productivité, pour rendre la partie bien aérée, où l'air va pénétrer correctement. Donc il n'y aura pas de refuge ici, il n'y aura pas de nid, comme on le dit. Bien. Deuxième chose, les produits, les sous-produits qu'on va sortir de cette éclaircie. Donc ça va servir à quelque chose. Ça peut être servi comme bois de feu, ça peut être carbonisé pour charbon de bois. C'est vrai qu'avant, dans le cadre de l'aménagement, parce que la forêt avait un objectif de protection, ça ne gênait pas que ça soit bas branché. Maintenant qu'on veut aller maintenant vers un objectif de récréation, que les gens viennent se promener, etc., cette configuration des plantations n'est pas compatible avec cet objectif de récréation. La forêt classée de Mbao est un capital inestimable qu'il faut protéger. Au-delà d'être un poumon vert pour Dakar, elle est aussi un puits de carbone, mieux encore une ressource non négligeable pour la pharmacopée traditionnelle et par conséquent, il urge d'en faire bon usage. L'arbre actuellement est attaqué, c'est comme quelqu'un qu'on a coupé la jambe qui est blessée, qui va saigner et ça va créer quand même des nécroses. Et ça peut quand même, l'arbre peut mourir. Vous voyez ça, c'est des nécroses. Ah, regardez. Sur l'arbre, raison pour laquelle nous on surveille. Mais quand c'est bas branché, comme on a dit, les gens viennent nuitamment, les tradipraticiens, pour couper, pour chercher les racines, pour chercher les écorces, pour chercher les feuilles. Parce que depuis qu'on a dit que l'anacardier est une plante dont les écorces diminuent le taux de sucre pour les diabétiques, maintenant c'est la ruée vers la forêt.
Dans la forêt, d'autres acteurs, d'autres activités. L'association des femmes de Kamb, qui fait du maraîchage, s'est vue soulagée par le ministre de l'Environnement, qui a bien voulu leur offrir une motopompe tractable de 500 m3/h. Fini le calvaire pour ces braves dames qui peinaient pour tirer l'eau de ces puits. Nous sommes très fiers à la réception de cette motopompe qui nous encourage et nous appuie à nos travaux de maraîchage. On remercie beaucoup les autorités, surtout le ministre de l'Environnement et de l'Hydraulique. Elles ont développé beaucoup d'activités agricoles qui sont en cohérence avec la protection de l'environnement. Nous avons à l'intérieur de la forêt des aménagements qui ont permis de faire des productions maraîchères, des productions fruitières et d'autres activités qui participent à la régénération de la forêt. C'est elles qui ont planté ces arbres que vous voyez. Alors donc je voudrais au nom de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, remercier et encourager ces braves femmes. L'aménagement de la forêt classée est déjà entamé, d'autres activités sont prévues et devront recouper avec la vision d'une gestion écologiquement rationnelle. L'environnement s'est plutôt glissé dans les TIC et donc vous venez de suivre au chapitre de l'environnement cette aubaine pour les femmes de Kamb. On est dans le département de Pikine et elles s'activent, ces femmes, dans le maraîchage. Donc elles viennent de bénéficier d'une motopompe de 500 m3/h, un don du ministère de l'Environnement fait en marge des travaux d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Et vous venez de suivre à l'instant ce reportage d'Ibrahima Fall Junior. On parle donc TIC tout à l'heure, mais déjà, oui, on parle TIC, puisque désormais la plateforme de services aux standards internationaux dit Gaïndé, eh bien, elle est bien, cette plateforme, donc, elle existe bien. Le système Gaïndé, on le rappelle, a été initié en 1990 et le système répond aux nouvelles exigences d'organisation et d'exécution du service. Philomène Constance Diane, vous nous en parlez. Beaucoup d'innovations dans Gaïndé intégral. Le système vise la mutation du processus actuel vers une autre forme intégrée de dédouanement. Pourquoi on parle de Gaïndé intégral? Parce que toutes les applications métiers de la douane, nous avons voulu les intégrer dans le même système, puisque toutes ces applications interfèrent sur le dédouanement proprement dit. Quand on parle de dédouanement, les gens ne comprennent que le passage à un bureau de douane. Mais un dédouanement, c'est beaucoup de choses avant, après et dans la périphérie. Et donc, c'est ça essentiellement le Gaïndé intégral. Après 20 années d'exploitation de Gaïndé 90 et le développement d'une deuxième version en 2000, Gaïndé intégral vient en appoint. Ce manifeste prend en compte les nouveaux besoins du système douanier. Le mérite de la réussite du projet revient aux différents acteurs ici nommés. Derrière chaque histoire, il y a des hommes et des femmes. Il y a souvent des larmes, de la sueur. Heureusement, il n'y a pas eu de sang dans l'histoire du Gaïndé. Mais c'est ce courage qui mérite d'être salué, parce que ce n'est pas souvent les mieux traités de l'administration, des techniciens de l'informatique. Et donc j'ai tenu à leur rendre cet hommage appuyé. Gaïndé intégral est couplé à la dématérialisation des documents, ce qui permet au Sénégal d'obtenir une place parmi les pays les plus performants en matière de facilitation des procédures douanières. La compétitivité aujourd'hui, c'est le gain de temps. Et c'est ce gain de temps-là que Gaïndé intégral nous permet d'avoir, et c'est ce qui fera passer le temps de dédouanement, le temps de passage en douane à des délais compétitifs alignés sur les standards internationaux. Ça a été une quête difficile, une quête qui est à un point d'aboutissement aujourd'hui, à un point d'achèvement en tout cas, et que l'aboutissement sera peut-être pour demain, quand nous finirons de généraliser ce système à l'ensemble du territoire sénégalais, ce qui est une perspective à moyen terme. L'investissement du projet est difficilement chiffré. Il frôle les 3 millions de dollars. Les autorités douanières en appellent à la collaboration de tous les acteurs pour une bonne utilisation de l'outil. À présent, une fenêtre dans le monde. En Syrie, Alep, la deuxième ville du pays, a été déstabilisée par 2 attentats terroristes contre des bâtiments officiels. Le bilan fait état de 25 morts et 175 blessés. Ces attentats interviennent au moment où les chars de l'armée prennent d'assaut un quartier de Homs.
La télévision d'État syrienne a interrompu ce vendredi ses émissions pour annoncer 2 attentats terroristes contre des bâtiments officiels à Alep, la deuxième grande ville du pays, mais qui commençait à donner des signes de rébellion contre le régime. Selon la télévision, un terroriste se serait fait exploser avec sa voiture à 100 mètres du portail d'un siège des forces de l'ordre, tandis qu'une autre explosion soufflait un bâtiment du renseignement militaire. Bilan officiel, 25 morts et 175 blessés, que le commentateur, aussitôt rendu sur place, se chargeait lui-même de montrer aux téléspectateurs. C'est la liberté qu'Erdogan et Hamad veulent, affirmaient les secouristes au travail, faisant endosser la responsabilité de ces actions au Premier ministre turc et qatari. De son côté, la Commission générale de la révolution syrienne dénonçait une nouvelle mascarade meurtrière du régime pour terroriser la population. Ces attentats sont en tout cas intervenus au moment même où des chars de l'armée prenaient d'assaut un quartier de la ville de Homs, pilonné par les forces de Bachar el-Assad depuis 6 jours. Bain de sang atroce pour le président américain, massacre quotidien pour le chef de la diplomatie française. La situation à Homs laisse craindre désormais une catastrophe humanitaire en raison notamment de l'entêtement de Moscou. Nos intérêts sont les mêmes. Arrêter la tuerie et convaincre la direction syrienne de prendre sérieusement ses responsabilités. Mon message à mes collègues russes est qu'ils doivent reconnaître la situation sur le terrain et qu'on ne peut simplement continuer à laisser faire ce qui se passe. Alors que ce vendredi devait être journée de manifestation contre la Russie, cette dernière a accusé les Occidentaux d'être complices de l'aggravation de la crise syrienne. L'actualité dans le monde nous mène aux Maldives, en Israël, au Brésil et en Espagne où plusieurs manifestants protestent contre la condamnation du juge Ederson. Plusieurs centaines de Madrilènes sont descendus dans le centre de la capitale espagnole jeudi pour protester contre la condamnation prononcée à l'encontre du juge Garzón. Farouche défenseur des droits de l'homme, connu notamment pour avoir tenté d'enquêter sur les disparus du franquisme, Baltasar Garzón a été condamné à 11 ans d'interdiction d'exercer dans le cadre d'une affaire d'écoute illégale. Ses partisans y voient un acharnement à détruire la carrière d'un homme qui a multiplié les enquêtes sensibles. Baltasar Garzón a annoncé qu'il utiliserait tous les recours légaux pour combattre ce verdict. Un émissaire des Nations Unies est arrivé vendredi aux Maldives pour s'entretenir avec les nouvelles autorités alors que le président déchu appelle à la tenue d'élections dans les 2 mois. Oscar Fernandez Taranco a déclaré qu'il n'était pas venu dans l'archipel pour fournir une solution externe à quelque chose qui peut être résolu par les habitants des Maldives eux-mêmes, ajoutant que les Nations Unies étaient inquiètes pour la sécurité de l'ancien président Nachid. C'est dans cet hôpital israélien que Kader Adnan, un responsable du djihad islamique en grève de la faim depuis le 18 décembre, a été transféré, son état de santé suscitant de plus en plus d'inquiétudes. Son avocat a fait savoir à l'issue d'une audience extraordinaire avec son client détenu sans inculpation qu'il avait demandé sa libération immédiate. Aucune décision n'est attendue avant dimanche. À une semaine du carnaval, la police civile et militaire ainsi que les pompiers de Rio de Janeiro ont décidé de rejoindre le mouvement de grève de leurs collègues de Salvador de Bahia. Ils réclament eux aussi la libération d'un de leurs leaders et des hausses de salaire. Pendant ce temps à Bahia, les 200 policiers retranchés depuis 9 jours dans le Parlement ont mis fin à leur occupation, mais la grève continue. À Bahia, le manque d'effectifs dû à la grève a provoqué une vague de pillages et de violences qui ont fait plus de 120 morts, le double de la moyenne habituelle. Retour au Sénégal par ce communiqué. Il est rappelé aux candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que conformément aux dispositions de l'article LO 138 du Code électoral, la liste des représentants des candidats à la Commission nationale et aux commissions départementales de recensement des votes doit être notifiée au président de la Commission nationale 15 jours avant le début du scrutin. Ce délai devant expirer le lundi 13 février 2012, les candidats sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions ci-dessus visées, signé le premier président de la Cour d'appel de Dakar. Et puis la paix, oui, mais surtout la préserver. C'est le vœu des scouts du Sénégal. Au cours d'un forum, ils ont rappelé les principes qui fondent leur démarche. Un forum où religieuses et jeunes représentants de partis et mouvements engagés dans la présidentielle ont été conviés. Abdoulaye Sinkaré nous en parle. L'heure a sonné. Il faut prêcher la paix.
Les scouts veulent être à l'avant-garde en offrant un cadre de dialogue en vue de pacifier le processus électoral. Depuis 3 semaines, nous avons eu d'abord à provoquer une rencontre où il n'y avait que des jeunes leaders non politiques, des jeunes de différentes confréries, catholiques comme musulmanes, et aussi des jeunes des ONG, pour voir ensemble comment dialoguer avec ces différents partis politiques pour que vraiment qu'on puisse avoir des élections apaisées. Ce forum vient après une série de rencontres avec les différentes chapelles engagées dans la présidentielle et les organisations de la société civile. L'objectif est d'aboutir à un pacte républicain permettant de taire les querelles partisanes pour l'intérêt supérieur de la nation. Il ne s'agit pas d'appartenir à une chapelle politique quelconque qui n'est qu'un outil. Mais la finalité, c'est le Sénégal. Il faut être sénégalais aujourd'hui, avec toutes les valeurs que cela recèle. De compréhension, de pardon, de détermination à faire marcher notre pays au-delà des écueils qui le menacent. Je crois à nos valeurs qui sont des valeurs de paix, mais également des valeurs de médiation, de recherche de consensus, de recherche de voies de réconciliation, même lorsqu'il y a des difficultés, même lorsqu'il y a des conflits. À la fin de cette rencontre, un comité de suivi sera mis en place pour veiller au respect des engagements pris. Il va aussi servir le trait d'union entre les partis pour que le dialogue soit permanent. On parle encore de paix. La paix dans la région sud du pays pour des présidentielles apaisées. C'est le vœu du guide religieux de Kataba 1. C'est dans le département de Bignona. 9 villages de Narang-Ouest se sont joints à cette volonté et ont formulé des prières pour un Sénégal de paix. Les populations en ont profité pour égrener un chapelet de doléances. Moussa Mané. Narang-Ouest, village situé dans la communauté rurale de Kataba 1, arrondissement de Djouloulou, c'est dans la région de Ziguinchor. Ce matin, le domicile du guide religieux était le lieu de convergence des populations. Ici sont organisées des prières pour la paix en Casamance et pour une élection apaisée. Élèves, hommes, femmes se sont joints au calife de Narang pour prier pour un Sénégal de paix, surtout dans ce contexte de l'élection présidentielle. Pèlerin infatigable selon son porte-parole, le guide religieux œuvre beaucoup pour la cohésion, la paix, l'entente entre ethnies différentes de la zone. Après le domicile du marabout, c'est au tour de la place publique du village d'accueillir les populations. Au menu des discussions, les difficultés d'accès aux services sociaux de base, les pistes de production. Pour communiquer, il te faut faire des va-et-vient. C'est par chance et par miracle qu'on arrive à communiquer. Nous gaspillons inutilement notre argent. Tu charges, tu n'arrives pas à communiquer jusqu'à la fin du délai qui t'est souvent imparti. L'autre problème, c'est l'électrification. Les gens ici ont de quoi vivre avec l'électricité. Mais l'électricité n'est pas là. Beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont payé des télévisions, mais qui ont fini par les revendre ou les donner à quiconque. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de conséquences dans l'inexistence de cette électrification. Nous ignorons l'ordinateur, nous ignorons l'internet, nous ignorons beaucoup, alors que nos CM sont là, équipés par des donateurs, par le biais de la coopération décentralisée. Après Narang-Ouest, ces prières seront étendues dans les autres villages de l'arrondissement de Djouloulou. L'objectif est d'œuvrer pour une paix durable au Sénégal. La journée internationale des malades, c'est le 11 février prochain. L'événement sera célébré par des prières à Popenguine et sera présidé par Monseigneur Benjamin Ndiaye, président de la conférence épiscopale. On écoute à ce propos Abbé Adrien Sarr, vicaire de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Il est au micro de Aïssatou Traoré. Dimanche prochain, effectivement, nous organisons la 32e édition du pèlerinage des malades, pèlerinage national des malades. Et nous avons invité pour l'occasion Monseigneur Benjamin Ndiaye, président de la conférence épiscopale, qui va présider l'Eucharistie. À l'occasion aussi, nous conférons le sacrement des malades. Et justement, cela tombe à propos, bien à propos, parce que le pape, dans le message qu'il envoie au monde entier à l'occasion de la 20e journée mondiale des malades, parle justement de la grâce qui accompagne les prières de guérison. Et le pape pense que la meilleure prière justement, ou les meilleures prières de guérison sont les sacrements. Il en cite particulièrement 3, le sacrement de la réconciliation ou confession, le sacrement ou l'onction des malades et le sacrement de l'Eucharistie.
Donc nous allons organiser ce pèlerinage de concert avec le diocèse de Thiès. Nous voulons surtout insister pour la préparation spirituelle de nos malades pour que les sacrements que nous allons leur conférer soient efficients et puissent porter du fruit. À présent, dans nos murs et ce départ à la retraite, le technicien vidéo Abdoulaye Ba est appelé à faire valoir ses droits à la retraite après des années de bons et loyaux services. Agent modèle, KAO, comme l'appellent affectueusement ses collaborateurs, dont moi-même, a été fêté par les agents de la RTS. À l'unanimité, le professionnalisme de cet homme affable et jovial a été salué par tous pendant la cérémonie. Abdoulaye Sinkere, vous nous en parlez. Le départ à la retraite est toujours un moment empreint d'émotion où l'on sacre un agent devant profiter de repos mérités après de longues années de bons et loyaux services. Celui d'Abdoulaye Ba n'a pas dérogé à la règle. Les agents de la RTS dans leur ensemble ont exprimé leur gratitude à ce technicien vidéo dont le professionnalisme et le sens du devoir sont salués par tous. Agent modèle qu'il est, l'homme a été récemment décoré par l'amicale des jeunes. Des jeunes, il en a beaucoup vu arriver à guider leurs pas dans la maison. À l'heure du départ, certains ne peuvent retenir leurs larmes. Des larmes qui témoignent affection et déférence que l'on n'a pas toujours eu le temps de manifester du fait de la pression du travail. Les autorités de la RTS, le directeur général en tête, ont magnifié non sans émotion le travail abattu par Abdoulaye Ba dans la maison. KAO, comme l'appellent affectueusement les collègues, raccroche ainsi après plus de 30 ans de service, mais il promet de rester à la disposition de la jeune génération. KAO dont la silhouette sympathique va nous manquer à coup sûr, bon vent grand. Et puis depuis maintenant plusieurs jours, les populations de Cambérène vivent un calvaire. Elles cohabitent avec les eaux usées. Ces dernières ont été détournées de leur lieu dédié à savoir l'émissaire par les populations elles-mêmes. Résultat, plusieurs artères stratégiques de la banlieue dakaroise sont devenues impraticables. Une situation que déplorent les riverains. On fait le point avec Aram Dao. Le ciel dakarois n'a pas encore ouvert ses vannes, mais parcelles assainies flottent déjà. Les populations des unités 5 et 7 sont dans l'ambiance des inondations. Cette fois, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. L'émissaire de la station d'épuration de Cambérène a été bloqué par les jeunes du village. Depuis dimanche, bataille ndox bang fi. Dimanche bataille ndox bang fi. Xalé yi duñu suñu jangi duñu mëna jangi, duñu am fuñu jaar ba dem. Élèves yi fan yépp kenn jangiwul. Ñun tamit ñoo ngi ni salon baa ngi ni doxatul ndax gisuñu benn client. Ñoom liñ bëgg buñ ko défé. Ce qui est sûr, c'est que cette situation n'arrange personne. On ne travaille plus, on ne circule plus. C'est vraiment contraignant. Il est là le nœud du problème qui dure depuis 10 ans. L'émissaire a été installé pour évacuer au large de Cambérène toutes les eaux usées de Dakar. Le déversement devait se produire à 200 mètres en mer. Le problème était jusque-là contenu, mais aujourd'hui, c'est le rivage qui est pollué. Man Cambérène fu laa juddoo fu laa yaroo ñun ñuy bëgg a dee xat yaa ñuy bëgg a rey suñu néeg yi la ñuy nekk feebar xale yaa ngi feebar ndox mu bon mu ngi Cambérène. C'est que tuyau bi yem géej. On n'a que cette plage. On s'entraîne aux alentours, on y fait la pêche et tout. On ne peut pas accepter cette situation qui risque de poser de réels problèmes de santé. On avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement en 2001. Et ce protocole n'a jamais été respecté. Il était question que les eaux soient traitées d'une façon tertiaire jusqu'à ce que même cette même eau puisse être utilisée pour l'arrosage des fleurs ou bien des plantes. Mais comme vous savez, cette eau n'a jamais pu être utilisée pour l'arrosage. Voilà, tant bien que mal, la population s'est toujours résignée jusqu'à ce qu'on nous annonce l'agrandissement de l'émissaire. Le projet d'allongement de l'émissaire est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les populations ne veulent pas en entendre parler. Elles ont érigé des barrages pour interdire l'accès du village aux techniciens. C'est à la suite de ces vagues d'humeur d'ailleurs que l'ancien émissaire a été bouché. La page religion à présent. La cité religieuse de Ndiassane célèbre demain la naissance du sceau des prophètes. Paix et salut sur lui. Le thème de cette édition est paix et cohésion sociale. Le gamou de Ndiassane est une tradition qui s'inscrit dans la perspective de conserver l'héritage de Mambou Mohamed Kounta. Cette année encore, de nombreux fidèles sont attendus dans la localité. Abiboumbey.
Ndiassane, cette ville fondée par Cheikh Bou Mohamed Kounta a toujours été un foyer ardent de la spiritualité, tel que voulu par son fondateur. Dans ces temps qui courent, la paix et la cohésion sociale sont une paire indissociable, une aspiration collective. D'où le thème choisi cette année 2012 par le comité d'organisation du Gamou de Ndiassane, célébré chaque année en respectant une certaine philosophie et une entente entre Cheikh Bou Mohamed Kounta et Hadji Malick Sy, consistant pour le premier nommé à célébrer le baptême et la nativité pour le second. Ces deux voisins ont longtemps entretenu cette proximité de leurs deux foyers religieux avec une cordialité sans commune mesure. D'ailleurs, le premier calife de Maodo, Serigne Babacar Sy, avait épousé Sokhna Mariam Sidi Kounta, qui lui a survécu pendant 4 décennies. La célébration du Gamou de Ndiassane est un des legs que les Kountiou entretiennent jalousement en raison de leur parenté avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dont ils sont une descendance par l'ancêtre Outouba Ben Nassi, qui introduisit l'islam en Afrique et fonda Kérouan en Tunisie. La grande mosquée qu'il y construisit est encore fréquentée par les foules de fidèles. Le Gamou de Ndiassane a un caractère régional avec des fidèles venant du Mali, du Burkina, de la Mauritanie, de la Gambie. Une dimension internationale, fruit de l'œuvre de Mambou Mohamed Kounta, dont l'héritage est bien entretenu par ses fils et khalifes qui se sont succédés. Cheikh Bekay Kounta, 1914-1929, Cheikh Sidi Lamine Kounta, 1929-1973, El Hadji Mamadou Kounta, 1973-1976, Cheikh Sidi Yahya Kounta, 1976-1987, Cheikh Bou Mohamed Kounta, 1987-2006, jusqu'à l'actuel calife El Hadji Mambou Mamadou Kounta, qui a parrainé le Gamou de cette année à titre posthume à Cheikh Sidi Lamine Kounta, deuxième calife, son frère Khalifa Kounta et sa sœur Sokhna Lalla Kounta. Une manière pour le calife de perpétuer l'héritage de Cheikh Bou Mohamed Kounta, fondateur de ce foyer ardent de spiritualité, qu'est Ndiassane. Ndiassane qui vibre dès demain au rythme du Gamou. Et toujours au chapitre des commémorations, la Ziara de Ganguel Soulé dans la région de Matam, département de Kanel. L'événement a vécu 3 jours durant. Des milliers de disciples ont convergé dans la cité sainte. Le riche patrimoine de Cheikh Moussa Kamara a été revisité à l'occasion et le calife Bachir Kamara a appelé les différents acteurs du champ politique à préserver la paix sociale. Ibrahim Adon. Ce village est aujourd'hui connu à travers le monde grâce à ce ziara annuel. Grand événement religieux dédié à Cheikh Moussa Kamara, le saint homme a disparu depuis 1945, mais grâce à ses écrits, il reste toujours dans les mémoires. En bon musulman, le guide religieux de son vivant fait des enseignements du prophète un viatique de tous les jours. Le Saint-Coran a toujours été pour lui la seule référence conformément aux recommandations de l'islam. Voilà plus d'un demi-siècle qu'il a quitté ce bas monde. Aujourd'hui, Thierno Bachir Kamara assure le calife avec brio. L'homme suit les traces de son grand-père. Il montre son attachement à la religion et à toutes les confréries du Sénégal. Cette année encore, des disciples sont venus de partout pour assister à l'événement. Le calife a aussi prié pour un Sénégal prospère dans la paix. À ce stade du journal, c'est Week-end Sport qui s'installe ce vendredi, se met aux couleurs de la CAN. Koumba Diakhaté Omar, bonsoir. Bonsoir Nafi. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Très bien. Ben, ça va très bien, surtout que tu es là. Allez, on part déjà entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Demain se joue la petite finale et la grande dans moins de 48 heures entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Et à 19h30 ce dimanche, Nafi à Libreville, Hervé Renard, le Français de Zambie, face à François Zawi, l'Ivoirien. Chacun veut gagner la coupe. Les éléphants sont à la conquête d'un deuxième titre continental après 1992. Les Chipolopolo, eux, cherchent à inscrire leur nom au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations d'Ibia. Ce dimanche, la capitale gabonaise va accueillir la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
La Zambie et la Côte d'Ivoire vont jouer ainsi toutes les deux le 3e finale dans cette compétition continentale. Elles vont disputer cette finale avec un palmarès différent à bien des égards. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, annoncés comme favoris, ont répondu présent à l'appel 6 ans après leur dernière finale perdue face à l'Égypte en 2006. Auparavant, en 1992, la Côte d'Ivoire a remporté en terre sénégalaise son premier trophée en Coupe d'Afrique des Nations devant les Black Stars du Ghana. Les coéquipiers de Didier Drogba vont tenter leur 2e coupe après un parcours remarquable tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Zambie, quant à elle, a été 2 fois malheureux finaliste. Dame Coupe lui a filé entre les mains, d'abord en 1974 face au Zaïre, ensuite en 1994 contre les Super Eagles du Nigeria. Les Chipolopolos ont un grand défi à relever dimanche face aux éléphants. Peut-être celle-ci sera la bonne pour Hervé Renard et sa troupe. Et Kumba, à la veille de cette finale, souvenir, puisque l'équipe zambienne se souvient du drame qui a frappé l'équipe, c'était en 1993. Et les Chipolopolo Nafi ont rendu hommage aux 18 joueurs de la sélection péri lors d'un crash aérien au large de Libreville en 1993. Ils se rendaient à Dakar pour disputer un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 1994. C'est dimanche, la finale aura lieu dans le pays où l'accident s'est produit. C'est la promesse qu'il s'était faite, venir honorer la mémoire des joueurs disparus. Pour cela, pour se retrouver ici à Libreville, il fallait se qualifier pour la finale. Ils ont réussi, et brillamment. Les Zambiens peuvent maintenant fouler la plage du souvenir. Des fleurs et des prières pour rendre hommage. La Zambie a perdu ici une génération dorée. Le 27 avril 1993, 18 membres de la sélection se rendent au Sénégal. Après une escale technique à Libreville, l'avion s'écrase au large. Il n'y aura aucun survivant. Un homme a échappé à ce sombre destin. Kalusha Walia était à l'époque le capitaine de l'équipe. Il devait rejoindre ses coéquipiers bien plus tard. En 1993, les Chipolopolo sont venus dans cette ville pour tenir une promesse. Ils n'ont pas réussi, mais ont donné leur vie pour une noble cause. Le rêve d'apporter la gloire à leur pays, la Zambie. C'est la même cause qui nous a amenés ici. La seule différence, c'est que nous sommes vivants, alors que mes anciens partenaires ne sont plus là. Mais leurs rêves sont désormais les nôtres. Maintenant, ils espèrent aller au bout de ce rêve et décrocher pour la première fois de leur histoire une Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait pour eux le plus beau des symboles. Ça donne plus qu'un supplément d'âme, ça donne simplement une réalité de la vie. Ce qu'on fait, c'est du bonheur en ce moment. Il faut juste apprécier à sa juste valeur parce que la vie ne tient pas à grand-chose. En finale, dimanche, les Zambiens retrouveront la Côte d'Ivoire. Il leur reste un match à jouer, une victoire à remporter, un devoir de mémoire à accomplir. Kumba face à la Zambie, la Côte d'Ivoire, et ici même à Dakar, les Ivoiriens sonnent la mobilisation. Et Nafi, la coupe, rien que la coupe, c'est ce que veulent en tout cas les ressortissants ivoiriens, même s'ils sont conscients que le match ne sera pas du tout facile pour leur équipe. Quand même, une victoire pourrait servir à la réconciliation nationale. Nous écoutons les Ivoiriens. Le football est facteur, comme vous le savez, de paix, de réconciliation et de tout. Alors, d'unicité. Alors, je prie Dieu, Allah le Tout-Puissant, que cette coupe aille en Côte d'Ivoire. C'est clair que nous aurons un match très difficile contre les Zambiens, ils sont assez techniques. C'est une équipe qui monte en puissance, c'est des jeunes joueurs, des jeunes artistes, avec Kalaba, avec Mayuka, ce sont les grands joueurs. Et donc on s'attend vraiment à un grand match assez technique. Mais je tiens à rappeler que la caractéristique, l'une des caractéristiques principales de la Côte d'Ivoire cette année, c'est la défense. La défense de l'équipe ivoirienne, le principe c'est de ne pas encaisser. La Zambie, ça sera un match de titans. Mais je crois que l'expérience gagnera le dessus. C'est un match d'expérience. Merci. Le dimanche, on sera ici depuis 11h pour installer à la résidence le village ivoire, pour partager l'ambiance, pour soutenir les éléphants. C'est la première fois que le président
de Côte d'Ivoire joue à l'équipe nationale sur le terrain de Félix Houphouët-Boigny. Et je sais que à la présence de le président à la tête de ça va porter bonheur, il va soulever la couche. 2012, nous-mêmes comme Allez, des supporters super motivés qui ont déjà la coupe avant de la jouer. En tout cas, c'est super. Alors nous ici en studio, suite mais pas fin de Week-end Sport avec Léna Ethan et l'ASC Doumassou qui a remporté la finale des phases départementales, c'est à Kolda. Oui, Doumassou Nafi a battu en finale l'ASC face Diahé de Dioula Colonne, score 1-0, un match riche en rebondissements. Philomène Constance Diagne. Les jaunes et rouges de Fès Diahé qui avaient encaissé un but dès la première mi-temps tentent de rattraper le retard en deuxième période. Ils multiplient les occasions. D'abord, l'avant-centre, le numéro 15, bute sur la défense des Verts et Blancs de l'ASC Doumassou Ouest. Malgré les assauts répétés, les Verts et Blancs leur tiennent tête. L'ASC Doumassou consolide ainsi son avant jusqu'à la fin du temps réglementaire. Une belle fête de la jeunesse coldoise. Autorités administratives et jeunes du département de Kolda ont vivement remercié le parrain. Aujourd'hui, on ne pouvait pas choisir un autre sans pour autant penser à lui. Donc, honnêtement, on ne s'est pas trompé de cible parce que Boubacar a profité de cette occasion pour donner des moyens à l'ODCAV de Kolda, mais aussi habiller toutes les ASC de la commune de Saréouba. Je tiens aussi à féliciter et à remercier aussi le parrain, M. Boubacar Diallo, vraiment cadre au ministère de la Santé, qui n'a ménagé aucun effort sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan de déploiement, pour venir un peu être le parrain quand même de cette édition. Parce que là aussi, vraiment, il est à encourager, il est aussi à remercier. Venu témoigner sa solidarité aux jeunes de Kolda, le parrain a félicité la jeunesse pour sa mobilisation. Je remercie tout le comité d'organisation. Nous avons bien démarré, on a bien terminé aujourd'hui. Je suis vraiment plus content parce que c'est mon ASC qui a gagné la finale. Et vraiment, j'encourage les vaincus. Pour le montrer qu'il n'y a pas de vainqueur ni vaincu, c'est Kolda qui a gagné aujourd'hui. Si j'ai tenu à décorer l'équipe vaincue par un trophée et les vainqueurs par un trophée, c'est montrer que c'est une fête. Au-delà des jeux de maillots et ballons offerts aux différentes ASC participantes, le parrain a remis des lots de médicaments au poste de santé du village. En ce moment, nous avons tant besoin de médicaments, sachant qu'un poste ne peut pas marcher sans médicaments. Nous lui réitérons nos remerciements et lui suggère de faire de son mieux pour aider la population. Une aide appréciée par le personnel soignant, mais aussi par les habitants de Sarajevo qui n'ont pas caché leur joie. Week-end Sport, c'est aussi et surtout combat l'agenda. Oui, l'agenda n'a fait qu'on démarre avec les sports boule pétanque. C'est Saloum Boule Kaolakoise qui organise ce week-end un concours en doublette choisi au boulodrome du village d'enfants SOS de Bongré, jet de bouchon à 10h dimanche. Course hippique, les compétitions reprennent ce week-end, ce dimanche précisément à l'hippodrome municipal de Thiès. Une journée ordinaire organisée par le CNG. Sur la ligne de départ toutes les catégories. Et puis finale de football du tournoi de la directrice de la télévision nationale Nyanya Sidibé, c'est le 19 février au terrain des sapeurs-pompiers. Je rappelle que les finales seront disputées par les pupilles et les benjamins, c'est-à-dire la petite catégorie. Tu y seras? Oui, certainement. Moi également, j'y serai. Ah oui, et puis pour finir, Nafi, le programme du week-end, c'est le football, la Coupe d'Afrique, avec d'abord la petite finale demain entre le Mali et le Ghana à 19h samedi. Et puis dimanche à 19h30, la Côte d'Ivoire fera face à la Zambie pour la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique. Des matchs que vous pouvez suivre en direct sur la RTS. Et tout le monde a tout bien noté. Merci Kumba Diakhatema pour ces informations plus que complètes. Et ces informations sportives. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas, dès la fin de ce journal, vous pourrez suivre la suite du journal, deuxième partie du journal de la campagne. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. On vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.